Bienvenue sur un divan sur la Lune. Je vais consacrer cet épisode à la charge de travail. Il est difficile aujourd'hui de parler du travail sans évoquer la question de la charge de travail, tant celle-ci envahit les postes dans de nombreux domaines d'activité. Peu de postes y échappent. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de charge de travail? Quelles sont les causes de cette charge dont vous vous plaignez tant? Peut-on la cerner un peu mieux, de manière à pouvoir trouver des solutions et la subir un peu moins? Peut-on modifier quelques aspects du travail afin que cette charge soit plus légère? Comment élaborer des solutions dans un système contraint budgétairement? Jusqu'à quel point est-il possible de tenir une surcharge? Quelles sont les pratiques managériales à développer pour faire face à la charge de ses collaborateurs? Autant de questions et bien d'autres que je vais évoquer sur un divan sur la Lune en plusieurs épisodes, tant il y a à dire. Depuis ces 4 dernières années, les demandes d'intervention qui me sont adressées concernant la charge de travail sont en nette augmentation. C'est donc à partir de ces interventions et des accompagnements individuels et collectifs, c'est-à-dire en partant de la parole des collaborateurs, des managers, des ressources humaines, des directions, des médecins du travail, que j'ai créé une approche combinée à mes référents en psychosociologie clinique tout à fait singulière, à la fois sur l'analyse du travail, sur la charge du travail et sur son traitement. Je mets de côté dans mes interventions les théories faisant référence dans ce domaine, développées par différents auteurs ces dernières décennies, travail prescrit, travail réel, travail empêché, et d'autres que vous connaissez car utilisés par les cabinets de conseil RPS, consultants et coachs, et que vous trouvez également intégrés dans de nombreux questionnaires d'évaluation sur la charge de travail et dans les diagnostics d'épuisement professionnel. Je mets également de côté les théories sur la résistance au changement, car en vous écoutant, je me suis aperçue que ces références dominantes ne pouvaient apporter une réponse satisfaisante aux problèmes de la charge de travail et des symptômes y afférents. Les symptômes persistent et la charge de travail, en partie cause de ces symptômes, demeure. Je souhaite donc vous faire partager certains de mes constats et analyses qui vous permettront d'appréhender différemment la charge de travail. Pour parler de charge de travail, il faut tout d'abord comprendre l'activité et saisir dans quelle organisation elle s'insère et dans quel historique. Comme je l'ai abordé dans l'épisode sur l'épuisement professionnel, le travail a considérablement été transformé et ces changements structurels ont un impact direct non seulement sur la charge objective, mais également sur la charge subjective, c'est-à-dire la manière dont chacun l'appréhende et la ressent. De nombreuses causes, la digitalisation des postes, l'étau budgétaire, faire plus ou autant avec moins, les dysfonctionnements des organisations qui induisent la nécessité de pallier les déficiences, l'afflux de procédures administratives et réglementaires, etc. Voici les principaux constats récurrents sur la charge de travail, quelles que soient les entreprises dans lesquelles j'interviens et quels que soient les domaines d'activité. Ce sont des tendances, car pour ceux qui me connaissent, vous savez que je n'appréhende les difficultés qu'au cas par cas. La charge de travail est encore trop souvent appréhendée par le symptôme, c'est-à-dire par la conséquence de la charge sur la personne qui va dire que ça ne va pas, que cette charge est trop élevée, que l'activité n'est plus absorbable dans le temps imparti. Le reste à faire est trop important. On touche une notion de débordement. Ça déborde les bords du poste et ça dépasse les capacités de la personne ou d'une équipe à absorber. L'épuisement est le nom d'un de ces symptômes. Autre constat, les managers sont souvent démunis face à la montée de la charge, la leur et celle de leurs collaborateurs. Ils ont peu d'éléments pour en parler. Et si elle ne peut être évoquée autrement que par le symptôme, c'est qu'il manque des éléments pour le faire. Il manque des éléments d'analyse de l'activité. Le traitement de la charge
doit devenir une nouvelle pratique managériale intégrée avec une possibilité de réponse objective et pas seulement des réponses mal adaptées du côté de la subjectivité ou parfois du déni. Autre constat, la charge quantitative explique rarement à elle seule les symptômes d'épuisement. Il faut plutôt s'intéresser à la structure de l'activité que rend visible la charge de travail. Je me suis donc attachée à saisir quelque chose de cette structure, quels que soient les métiers, le poste et le domaine de l'activité, afin de comprendre les raisons pour lesquelles un collaborateur peut être en souffrance par rapport à sa charge, alors que son manager trouve que les heures consacrées sont tout à fait raisonnables. Autre constat, la charge peut être le nom de bien autre chose. Je retrouve dans mes interventions des demandes de reconnaissance existentielle, des frustrations d'évolution de carrière, des mal-être sur des postes qui ont trop évolué, dans lesquels les personnes ne se reconnaissent plus, n'arrivent plus à investir, des difficultés relationnelles managériales ou entre collègues, d'autres dysfonctionnements interservices et des prises en compte de la charge évoquée qui ne sont pas traitées à la hauteur du symptôme. Parce que même si la charge peut être le nom d'autre chose, elle peut néanmoins exister et donnera la possibilité de pouvoir exprimer son malaise qui, lui, se situe aussi ailleurs. La charge de travail peut venir révéler de nombreux dysfonctionnements, interservices, entre personnes, dans la ligne hiérarchique, dysfonctionnements dans des prises de décision, dans l'arbitrage, dysfonctionnements avec les partenaires de l'entreprise et le télétravail qui diminue la capacité des différents acteurs à élaborer des solutions, car il faut du corps dans la rencontre et le lien social. Autre constat concernant le traitement de la charge, c'est une occasion de remettre de la parole sur l'activité, d'accroître ses savoirs sur ce qu'on fait et comment on le fait, au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Collectif au sens large, intra- et interservice. La parole en entreprise n'est pas si aisée. On communique plus qu'on ne parle. Le savoir et la connaissance sont trop souvent mis de côté au profit d'injonctions sous la forme de communication. Dernier constat, à vous livrer pour l'instant, la charge de travail induit des dysfonctionnements qui peuvent être le signe d'une organisation non adaptée à l'évolution des postes, une sorte d'organisation obsolète. Je vous propose d'y regarder d'un peu plus près, déjà de tenter de mieux comprendre l'activité, même du travail et ses liens psychiques. Je suis tout à fait consciente que ma lecture demande une écoute clinique très singulière requérant des référents complexes, mais vous pouvez déjà, avec ces éléments, appréhender quelque chose de la charge un peu différemment. Regardons dans le détail. Tout poste est constitué d'un noyau central, une sorte de cœur métier ou cœur de poste. J'utilise le mot cœur car c'est une partie du poste auquel les personnes sont particulièrement attachées. C'est la raison de leur poste, c'est le noyau particulier dans un ensemble organisationnel. C'est ce qu'elles aiment faire, c'est ce qui participe à leur identité professionnelle. C'est sur ce noyau qu'elles trouvent leur engagement, ce sur quoi elles trouvent une place d'utilité dans leur entreprise ou leur institution. Quand ce noyau est atteint par la nécessité d'effectuer d'autres tâches, alors le sentiment d'être chargé peut apparaître. D'autant que certaines tâches vont être structurellement très différentes du noyau métier. La plupart des postes sont constitués de tâches structurellement différentes, de nature différente, et ça ne pose pas de problème particulier. Cela constitue le poste de travail dans son ensemble. Mais les postes ces dernières années sont en phase d'accélération d'absorption d'activité. Les postes se transforment, se déforment de manière successive par absorption des tâches provenant d'autres postes disparus, des transformations de tâches dues à l'automatisation, mais aussi des tâches palliant les dysfonctionnements des autres ou de l'organisation, sans oublier les contraintes budgétaires qui sont bien là
et qui se traduisent par le non-remplacement des départs, des suppressions de postes, et même si le poste est maintenu, l'entreprise peut être confrontée à une difficulté de recrutement. Les postes doivent donc être absorbés et répartis sur une ou plusieurs personnes. Quelques exemples pour illustrer mes propos. La digitalisation a permis depuis de nombreuses années à faire absorber des tâches administratives aux managers. Sur de nombreux échelons hiérarchiques, les tâches qui incombaient au poste de secrétariat ont été absorbées par les postes de management. Frappe de courrier, organisation de réunions, réponse téléphonique, prise de rendez-vous, etc. Ces tâches ont été absorbées dans une relative facilité, même si la plainte se porte sur la quantité de mails à traiter et les tâches administratives diverses, sans oublier l'activité administrative et de reporting. Ces plaintes sur cet aspect du travail montrent une partie de l'absorption. Autre exemple sur les postes à demi digitalisés, qui demandent encore un traitement des documents papier. Scanner des documents constitue alors une charge supplémentaire, une tâche en plus à réaliser dont la nature de la tâche peut être mal vécue pour des raisons variées et notamment trop éloignées de la nature du poste. Quand on est un expert d'un traitement de dossier, l'envie est d'y consacrer un maximum de temps pour mieux répondre à la demande client par exemple. Le ressenti n'est pas que quantitatif, même si ces tâches peuvent être très chronophages, il peut être identitaire, celui de devoir se consacrer à une tâche simple, trop éloignée de son expertise. Certaines tâches éloignées du cœur métier peuvent donc venir atteindre le noyau du poste sur lequel s'attache la notion d'identité. Et si en plus le management n'a pas de reconnaissance de cette charge particulière ou simplement de soutien, eh bien tout ceci peut donner le sentiment de charge et créer du symptôme. À la décharge des managers, de nombreux aspects de l'activité et de la charge sont opaques aux autres, mais aussi à soi-même. Il existe de nombreux points aveugles. Ils deviennent visibles par le symptôme. Je fais l'hypothèse que s'il y avait plus de clairvoyance sur l'activité, les symptômes n'auraient pas d'utilité, car des solutions de régulation apparaîtraient bien plus tôt. Oui, car les symptômes sont utiles. Et puis chacun a des affinités particulières avec certaines tâches. On aime ou on aime un peu ou pas du tout certaines choses qui nous incombent de faire. C'est cet éloignement de nature qui peut charger psychiquement. Le psychique est alors sollicité du côté d'un effort d'adaptation, quand il n'est pas associé à la notion de perte, jusqu'à venir décompenser les étayages construits. C'est quand j'entends « je n'ai plus l'impression de faire mon métier, je ne me retrouve plus, ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé. On nous demande de faire des choses, mais ce n'est pas à nous de le faire. J'en ai marre de pallier les dysfonctionnements de l'organisation. » Les postes se sont globalisés, deviennent protéiformes et l'organisation du travail s'éloigne de l'approche séquentielle des postes par la tâche, tant appréciée dans le taylorisme. Les postes de tâches simples disparaissent peu à peu, ce qui posera d'autres problèmes d'ajustement psychique pour ceux qui rencontrent des difficultés devant des tâches complexes. Les postes sont aujourd'hui constitués d'un centre et de tâches absorbées vécues comme des tâches satellites rapportées. Certaines plaintes sur la charge de travail sont liées au fait que ces processus d'évolution de poste atteignent le cœur métier et donnent le sentiment qu'il n'est plus possible de faire son travail. Je ne parle pas ici de travail empêché, je parle de postes ayant tellement évolué qu'à un moment, la rencontre entre soi et l'activité, entre un collectif et l'activité se fait mal. Quand la charge vient à être évoquée sous forme de plainte, on observe que les tâches satellites viennent encombrer parce que le poste est envisagé psychiquement avant tout en noyau central. Le centre peut être atteint parce que les tâches satellites peuvent venir quantitativement enlever la place nécessaire pour exercer le centre du poste. Toutes ces tâches amalgamées, redistribuées, sont nécessaires au fonctionnement de l'ensemble de l'organisation. Elles existaient pour la plupart auparavant, elles sont juste redistribuées autrement, créant au passage de nombreux désordres. Pourtant, il me paraît difficile de faire un pas en arrière.
Il faut donc trouver des solutions de traitement avec ces différents constats. Mes interventions mettent en avant que les absorptions de tâches sont nombreuses et fonctionnent selon certaines conditions, de la capacité de la personne à absorber, de la période acceptable de l'absorption par la ligne hiérarchique, de la durée, temporaire ou pérenne, de la structure des tâches, du sens qui est donné et de la reconnaissance apportée par le management et les paroles qui y sont associées. Je relève également d'autres phénomènes d'absorption qui sont en augmentation et s'adressent peut-être un peu plus au management, mais pas seulement, composés de demandes de reporting, des demandes de com, qui sont des tâches nécessaires à rendre le travail moins opaque pour un ensemble d'acteurs dans l'organisation et notamment la ligne hiérarchique, car tout ceci est effectivement des plus opaques. Le travail est structurellement opaque. Pour terminer cet épisode, quelques points à relever. Il existe une rencontre entre un poste de travail qui se modèle, qui se déforme selon les glissements et les évolutions, et une personne qui le tient. Interroger l'évolution de son activité ou l'activité de son équipe par la notion d'absorption permet de saisir les dysfonctionnements de l'activité du côté de la charge. Cela permet également de mieux saisir ce qu'on adresse à son management en matière de symptômes, ce qu'on lui demande, et cela permet d'attraper un peu plus finement les causes de ce qui charge psychiquement. Pour les directions et les ressources humaines, la charge sur le versant de l'absorption permet de mieux comprendre les dysfonctionnements interservices et organisationnels et de mieux anticiper les désordres à venir. Faire ce travail permet de produire de nouveaux savoirs sur la relation entre soi et son travail, de régler la distance dans ce que nous appelons la relation d'objet, l'objet étant ici le travail. Quand cette exploration est faite, la charge va prendre une autre forme et certaines solutions vont apparaître, comme la répartition de la charge au niveau du collectif, la nécessité de revoir certaines pratiques managériales, de s'apercevoir que cette charge est un dysfonctionnement d'une organisation obsolète ou d'une organisation qui ne prend pas suffisamment en compte la modification des postes. La liste est longue et toujours singulière. Pour vous qui avez écouté cet épisode, je vous invite à faire cette exploration. À bientôt sur un divan sur la Lune.